On va parler de la situation politique compliquée dans le pays après avoir dit hier matin que la censure n'était pas inéluctable. Marine Le Pen semble désormais toute proche d'appuyer sur le bouton. Elle a acté la fin des discussions avec le gouvernement. Est-ce que, selon vous, Michel Barnier doit faire de nouvelles concessions au RN pour éviter à tout prix cette censure ? On ne va pas sans cesse faire des concessions, d'autant plus que ce que Mme Le Pen appelait des lignes rouges, j'en ai retenu deux. C'était la problématique du prix de l'électricité et l'AME. Il s'avère qu'au Sénat, l'aide médicale d'État, ces deux choses, sans que Mme Le Pen soit présente, elle a 3 représentants dans notre hémicycle, eh bien, le Sénat est allé dans le même sens parce qu'il s'agissait de bon sens. Le Sénat avait, bien avant que Mme Le Pen en parle, prévu effectivement de ne pas augmenter le prix de l'électricité comme le souhaitait le gouvernement. Alors, elle en a d'autres. Elle dit qu'il ne faut pas dérembourser les médicaments, il ne faut pas désindexer les pensions de retraite. Est-ce que là-dessus, il faut revenir sur ce qui a été voté ? On est dans une situation budgétaire qui est particulièrement difficile. Et il faut faire des efforts. Et c'est très facile de dire, voilà, il faut non pas dépenser plus, mais toujours dépenser autant. Vous savez, tout à l'heure, on va parler du budget de l'éducation nationale. Je vais repousser un amendement à 3,5 milliards de mes amis communistes qui veulent rendre la cantine totalement gratuite dans les réseaux d'éducation prioritaire plus. C'est très généreux, mais c'est très coûteux. On n'en a pas les moyens aujourd'hui. Et puis en plus, c'est un peu injuste parce que c'est limité sur une partie du territoire. Et donc vous dites quoi ? Que Marine Le Pen a fait de la démagogie, mais que c'est irresponsable budgétairement ? Les deux. Oui, Marine Le Pen est un petit peu dans une attitude très démagogue et responsable budgétairement. Et donc, le gouvernement ne peut pas avoir dit... Ça a été la ligne de Michel Barnier pendant des semaines. Il faut arrêter ce dérapage budgétaire qui fait qu'on a un déficit qui est à plus de 6% aujourd'hui, alors qu'il aurait dû être à moins de 5%, et avec une dette qui est plus que colossale, 3 300 milliards d'euros, ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça veut dire que ce gouvernement de Michel Barnier, quand bien même il évite la censure cette fois-ci, il est un gouvernement sans marge de manœuvre et qui ne dépend que du Rassemblement national ? La façon dont c'est présenté, oui, effectivement, c'est ce que peuvent ressentir les gens et c'est très problématique. Mais si Marine Le Pen veut être une guillotineuse, c'est son choix. Si elle veut établir un pacte le péno-mélanchoniste, comme il y eut jadis un pacte germano-soviétique, c'est son choix. La configuration de l'Assemblée nationale, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est un archipel où effectivement le nouveau Front populaire peut s'allier avec le Front national pour renverser le gouvernement. C'est une réalité. On a vu hier soir, hier après-midi, même l'ambiance était assez houleuse. Ici au Sénat, lors du vote de la première partie du budget, la partie recettes, les sénateurs de droite sont revenus sur des mesures qu'ils ont votées, notamment la hausse de la fiscalité sur le gaz, la hausse des taxes sur les bouteilles, de la TVA sur les bouteilles en plastique. Est-ce que le Sénat s'est écrasé devant le gouvernement ? Non, il ne s'est pas écrasé. Alors, pour être très concret, il y a eu effectivement une seconde délibération, comme le règlement, la loi le permettent, qui a fait que sur les 495 amendements que nous avions adoptés, il y avait 2200 amendements de proposés, il y a eu 100 heures de débat, 7 jours, 6 nuits, ça a été un marathon. À son issue, il y a eu 495 amendements adoptés. Sur ces 495, effectivement, 26 ont été revus dans le cadre d'une seconde délibération. Qu'est-ce que c'est qu'une seconde délibération ? C'est un second vote. Et donc certains ont pu revenir en arrière sur certaines positions. C'est vrai. Maintenant, pourquoi ça s'est passé ainsi ? C'est parce que certains amendements, il y en a un en particulier qui concernait la contemporanéisation du FCTVA. Il coûtait 6 milliards et demi. C'est le fonds de compensation de la TVA, c'est pour les collectivités. Oui, il coûtait 6 milliards et demi. On ne peut pas se permettre, dans le cadre budgétaire que l'on connaît, cette générosité inadaptée à la situation. Et par exemple, sur la fiscalité sur le gaz, ça c'est quelque chose que vous aviez voté pour compenser la hausse de la taxe sur l'électricité. Et finalement, vous êtes revenu dessus. Est-ce que là, vous n'avez pas fait un peu tapis face au gouvernement ?
faire tapis non, mais effectivement, pour les gens qui se chauffent au gaz, ça pouvait être mal vécu. Et donc, c'est une mesure qui devrait plaire, au contraire, à ceux qui veulent préserver le pouvoir d'achat. C'était aussi une volonté de préserver le pouvoir d'achat, mais ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts ailleurs. Et où ? Eh ben, nous verrons bien dans, Sur les dépenses. Dans la deuxième partie du projet de loi de finances. Vous comprenez qu'hier, la gauche ait quitté l'hémicycle en dénonçant un coup de force ? Alors là, je ne peux pas parler à leur place, mais quand M. Salvodelli dit qu'ils se sont fait sortir, pas du tout, ils sont sortis d'eux-mêmes. Et il y a un vieux dicton qui dit « les absents ont toujours tort ». Et alors ils se sont exprimés devant les micros de Public Sénat, ils pouvaient s'exprimer au micro du Sénat. Donc, et ils vont le faire à partir d'aujourd'hui, hein, donc c'était un petit coup de communication. Ils l'ont très bien fait d'ailleurs. Pour vous, c'était que de la com. Oui, c'était de la com. Avec les modifications du Sénat d'hier, est-ce que le budget pourra vraiment le déficit pourra être à 5% en 2025 avec ce budget ? Ou là, c'est un objectif qui paraît inatteignable ? C'est un objectif qui est difficile à atteindre, c'est clair, hein, parce que vous avez parlé du gaz. Hein, l'amendement sur le gaz, c'est dans les 850-900 millions d'euros, effectivement. Donc la deuxième partie du PLF va être importante et peut-être qu'on sera un petit peu au-dessus des 5%, oui, alors qu'on aurait souhaité être à 5%. Justement, on va en parler de cette deuxième partie, puisque après avoir voté hier soir la partie recettes, le Sénat entame aujourd'hui l'examen de la partie dépenses de ce budget 2025 et notamment est examiné pour commencer le budget de l'éducation dont vous êtes le rapporteur. Que contient-il ? On voit ça avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Olivier Paco. Bonjour Alex. Et Alex, le Sénat débat donc ce lundi du budget de l'éducation nationale, un budget dans lequel le gouvernement souhaite supprimer 4000 postes d'enseignants. Oui, on le rappelle, le budget de l'éducation nationale, c'est toujours le premier budget de l'État avec 64,5 milliards d'euros de crédit pour l'an prochain. Il permet de rémunérer le personnel de nos écoles, soit 1,2 million de personnes, dont 815 000 enseignants. Ce budget, il est plutôt stable en termes de moyens financiers par rapport à l'an dernier, mais il prévoit des ajustements en termes d'emploi, avec la création de 2000 postes d'AESH, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, mais aussi avec la suppression de 4000 postes d'enseignants, une mesure qui se justifie pour des raisons démographiques. On va écouter le ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin. L'idée n'est pas d'abaisser la faculté de nos enseignants à effectuer leur métier. Au contraire, nous augmentons le taux d'encadrement. Mais quand il y a 97 000 élèves en moins à la rentrée 2025, alors réduire le nombre de recrutements de 4 000 apparaît tout simplement là aussi de bonne gestion par rapport à une réalité des besoins. Voilà, une mesure de bonne gestion selon le gouvernement, mais une mesure très critiquée par la gauche qui estime que cela va dégrader les conditions d'enseignement. Écoutez cette sénatrice socialiste. Si l'éducation nationale s'ajustait à la démographie, honnêtement, ça fait quelques années qu'on aurait dû avoir des créations de postes dans le second degré où les effectifs augmentent. Il n'en a rien été et le nombre de postes a baissé. Donc honnêtement, l'ajustement démographique, il est utile, mais dans un seul sens. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est que, moi j'entends, hein, mais enfin, on a un quart, 25% des classes dans le primaire, dans notre pays, où il y a plus de 25 élèves par classe. Et vous voulez me dire qu'en baissant le nombre d'enseignants, on va mécaniquement faire diminuer le taux d'encadrement ? Ça ne fonctionne pas. Alors on va regarder les chiffres, on va regarder le nombre d'élèves par instituteur. On va se concentrer sur l'école primaire. En Europe, effectivement, la France n'est pas très bien classée. Il y a, par exemple, en Grèce, 8 élèves par instituteur, 11 en Italie, 12 en Espagne et 18 en moyenne en France. Alors face à cette mesure qui fait polémique, la suppression de 4000 postes d'enseignants, eh bien, la droite sénatoriale veut trouver un juste milieu. Olivier Paco, aujourd'hui, en tant que rapporteur du budget de l'éducation nationale pour la Commission des finances, eh bien, vous allez porter un amendement pour passer de 4000 à 2000 suppressions de postes d'enseignants. Oui. Un amendement qui devrait obtenir une majorité de voix à la Haute Assemblée et qui sera financé par une coupe de 74 millions d'euros dans le budget du pacte enseignant. Le pacte enseignant, c'est ce pacte qui propose une rémunération complémentaire aux enseignants qui seraient volontaires pour réaliser des missions supplémentaires, comme par exemple le remplacement de collègues absents. Un pacte qui, on le précise, ne séduit pas vraiment les enseignants puisque un tiers d'entre eux seulement l'ont signé. Olivier Paco, pourquoi seulement atténuer ces suppressions de postes d'enseignants et pourquoi ne pas tout simplement les abandonner ? In medio stat virtus. Vous allez nous donner la traduction. Ça veut dire qu'il faut toujours un juste milieu.
Et c'est d'ailleurs l'esprit de sagesse et de responsabilité du Sénat. Alors, comme l'a dit Laurent Saint-Martin, effectivement, il y a malheureusement, et c'est un des drames de notre pays, depuis plus d'une dizaine d'années, une baisse continue de la démographie dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Mais si on ne peut ignorer la démographie, il ne faut pas uniquement avoir des raisonnements comptables. Alors, il a donné le chiffre pour la rentrée prochaine, 97 élèves de moins. Mais sur les 5 prochaines... 97 000, oui. Oui, 97 000 ouais. Élèves de moins. Mais pour les 5 prochaines années, c'est 350 000 dans le primaire. 350 000 dans le primaire. Donc, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Néanmoins, comme cela l'a aussi été dit, notamment par Colombe-Brossel, on a un taux d'encadrement qui est un des moins bons d'Europe. Et les chiffres que vous donnez sont d'ailleurs un petit peu trop flatteurs. Ce n'est pas 18 élèves par enseignant, c'est 21 élèves par enseignant. Donc, on ne peut pas être les moins bons d'Europe et ne pas effectivement agir en ce sens. C'est pour ça que, malgré la baisse de la démographie, une réduction de 4000 postes cette année. L'an dernier, c'était 2300 postes, quand même déjà. Ça me paraît beaucoup. Donc, je souhaite que cette réduction ne soit que de 2000 postes pour tenir compte de la démographie, mais améliorer le taux d'encadrement. Et aussi, il y a une chose qui n'a pas du tout été dite dans votre excellente présentation, c'est que ces fermetures de postes, elles seront géographiquement ciblées. Elles seront, pour les 3/4, voire même plus, en ruralité. Et là, ça pose un vrai problème de justice territoriale, ça pose un problème de ce que j'appelle le désaménagement du territoire. On parle de désertification médicale, mais il faut parler maintenant, si ça continue, de désertification scolaire. Il y a un vrai problème à ce niveau-là, et les discussions que j'ai pu avoir avec la ministre et le ministre délégué sont tout à fait constructives à ce niveau. Ils sont bien conscients du fait qu'il faut ne pas trop déshabiller la ruralité aussi. Et justement, est-ce que le gouvernement accepte votre amendement de passer simplement à 2000 suppressions de postes? Bien écoutez, vous verrez tout à l'heure la proposition de la ministre au banc. Peut-être qu'elle prononcera un avis de sagesse. D'accord. Donc le gouvernement a entendu... un peu neutre, quoi. Oui. Pour que les gens comprennent bien. Qu'on comprenne bien, et je pense que le fait de laisser effectivement le Sénat décider, c'est une bonne chose. Après, je vais devoir donc présenter 106 amendements. Moi-même, j'en porte 4. J'ai certains collègues qui effectivement veulent qu'on embauche 15 000 professeurs. Ou, voilà. On ne peut pas aujourd'hui. On ne peut pas. Mais, et je veux terminer sur la problématique du taux d'encadrement. Il y a une forme de schizophrénie de l'éducation nationale qui, pour toutes ces grandes politiques ces dernières années, travaille sur des taux d'encadrement très bas. Le dédoublement des classes. Donc, on nous dit, voilà, c'est formidable, on a des classes de 12. Et à côté de ça, ils acceptent d'avoir des classes de plus de 25. Moi, je connais des secteurs où on a des classes de 30 enfants à double ou triple niveau. Donc effectivement, l'éducation nationale n'est pas toujours cohérente, et le fait de travailler sur un abaissement du taux d'encadrement global, c'est une mesure à la fois d'efficacité pédagogique et de justice sociale, et c'est pour ça que je le prône via ma baisse seulement de 2000 emplois dans le contexte budgétaire très particulier qu'on connaît. Et une dernière chose, 64,5 milliards, c'est le meilleur budget, entre guillemets, qu'ait jamais connu l'éducation nationale, malgré les temps compliqués que l'on connaît. Il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy s'en est pris aux professeurs qui, selon lui, travaillent 24 heures par semaine, 6 mois dans l'année. Comment vous avez réagi à cette déclaration? Est-ce que vous y avez vu du mépris de la part de l'ancien président de la République? J'ai connu un Nicolas Sarkozy mieux inspiré. Pour reprendre le titre d'un livre sorti il y a quelques années, un président ne devrait pas dire ça. Parce que ce sont des propos qui, à la fois, sont caricaturaux et surtout faux. Les enseignants ne travaillent pas 24 heures par semaine. Les chiffres, en moyenne, c'est 42 à 43 heures. Ça veut dire qu'il y en a qui travaillent beaucoup plus, il y en a qui travaillent un peu moins. Ils ne travaillent pas 6 mois dans l'année. Donc, c'était des propos de tribune, avec l'humour que l'on connaît parfois, Nicolas Sarkozy. Il aurait pu s'en passer. Alex. Une question sur le pacte enseignant, car vous allez financer cette atténuation des suppressions de postes par de moindres moyens pour ce pacte enseignant. Oui. C'était une sorte d'ailleurs de travailler plus pour gagner plus proposé aux enseignants. Pourquoi cela n'a pas vraiment marché? Alors, l'éducation nationale vous dira que ça a marché puisque ils veulent augmenter en fait les montants donnés au pacte. Concrètement, l'an dernier, dans le budget, il y avait 700 millions d'euros donnés pour
le pacte, qui est effectivement une manière de donner des missions supplémentaires aux professeurs volontaires. Sur le principe, ce n'est pas une mauvaise chose. Néanmoins, on constate que 30% seulement à peu près des enseignants y ont adhéré. Et là, j'ai été très surpris de voir que dans le budget, le ministère voulait passer de 700 à 800 millions d'euros consacrés au crédit du pacte. C'est pour ça que cette centaine de millions d'euros ne me semblant pas adaptée, j'ai repris, entre guillemets, 75 millions d'euros qui peuvent financer les 2000 emplois. Alors maintenant, l'intérêt du pacte, et le ministre ne vous dira pas l'inverse, c'est notamment de financer ce qu'on appelle des RCD, des remplacements de courte durée. Parce qu'on a un énorme problème pour les remplacements. L'absentéisme, c'est peut-être pas forcément le bon mot, parce que dans la notion d'absentéisme, il y a celui qui va sécher. Pas du tout. Là, il y a des professeurs absents, parfois pour des burn-out, pour des problématiques médicales, et il y a un problème de remplacement. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il faut le prendre autrement que par le pacte. Avant, nous avions un vivier de remplaçants qui était beaucoup plus important. Là, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Peut-être que je vais faire une mission ou un rapport sur ce sujet-là. Il y a un programme d'éducation à la vie sexuelle qui fait débat, qui va être présenté dans les prochains jours. Le ministre délégué à la réussite scolaire a émis des réserves, notamment sur les interventions de personnalités extérieures qui doivent être encadrées, un programme qui doit être adapté. Et ce qui fait débat aussi, c'est des mentions relatives à la théorie du genre. Est-ce qu'il faut revoir ce programme ? Il faut qu'il ne suscite pas de polémique. Alors d'abord, il faut le revoir ? Probablement. Vous avez parlé d'éducation sexuelle. Le titre exact, c'est éducation affective, relationnelle, sexuelle. Et donc, ce programme prévoit alors c'est une loi de 2001, pardon. Il prévoit 3 heures annuelles à ce sujet dès la maternelle. Mais évidemment, en maternelle, on ne va pas parler de relations sexuelles, on va parler d'affection. Bon. Alors, c'est vrai que ce qui a pu susciter la polémique, c'est la publication, voici quelques jours, dans la presse, d'éléments qui allaient être mis en débat devant le Conseil supérieur d'éducation nationale ces prochains jours, dans le cadre de ce futur programme. Les 2 ministres se sont exprimés. Il faut dépassionner le débat. Il y a besoin, effectivement, peut-être de mettre en place des séances qui permettent aux enfants de ne pas être victimes, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais de toutes ces images par les réseaux sociaux qui peuvent les perturber. L'éducation, c'est d'abord les parents. Mais dans certaines familles, il y a des carences éducatives. Et dans toutes les familles, il y a ce poison des réseaux sociaux qui fait que la pornographie et une certaine violence relationnelle peuvent apparaître normales. Donc l'école peut avoir un rôle effectivement apaisant. Néanmoins, et je termine sur ce que vous disiez, c'est le travail, si c'est l'école qui le fait un petit peu, des enseignants, éventuellement de la médecine scolaire. Et lorsqu'Alexandre Portier dit « attention à ce que des intervenants extérieurs soient bien choisis », il a raison, il faut faire très attention. On ne parle pas aux enfants comme on parle à des adultes. Les enseignants savent le faire. Les militants de certaines associations le feront peut-être moins bien. Merci Alex, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et on reviendra sur ce débat budgétaire agité au Sénat. Ce sera à suivre dans le club. On termine par l'actualité dans votre département. Olivier Pacon, on va à Compiègne. On retrouve Vincent Gérard. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, directeur du journal Oise Hebdo. On va continuer à parler de ce budget avec vous, Vincent, mais c'est au conseiller départemental, Olivier Pacon, que vous vous adressez. Oui, bonjour monsieur le sénateur. Vous êtes également conseiller départemental de l'Oise et j'aimerais vous poser une question sur la politique suivie par le conseil départemental de l'Oise dans le cadre de l'effort demandé au département par le gouvernement. Une des particularités du conseil départemental de l'Oise est de consacrer 50 millions d'euros à l'aide aux communes. C'est un des départements de France qui dépense le plus dans ce domaine. Or, l'aide aux communes ne fait pas partie des missions principales des départements. C'est une dérogation, c'est une possibilité. Il ne s'agit pas de la supprimer lorsque une commune peut avoir besoin de cette aide, mais ce n'est pas le cas de l'Oise. La principale politique du département, c'est l'aide aux communes. Or, c'est une politique de saupoudrage, ce n'est pas une politique structurante, c'est une politique qui va au détriment des routes, des collèges, du développement des services d'incendie et de secours, des missions principales d'un département. Au moment où tout le monde cherche des économies, ne pensez-vous pas, monsieur le sénateur et conseiller départemental, qu'il est urgent que le département de l'Oise abandonne cette politique
qui ont de saupoudrage. Pas du tout. Bonjour Vincent Gérard. Alors, le mot saupoudrage n'est pas du tout adapté. 50 millions d'euros d'aide apportée aux communes via le conseil départemental, c'est 200 millions investis sur le territoire. L'Oise est le département des Hauts-de-France qui a le plus faible taux de chômage. C'est pas un hasard, c'est lié en partie à l'aide que le département apporte à ses communes. C'est un département où effectivement, il y a beaucoup de chantiers. On va reconstruire des écoles, on va effectivement améliorer tous les services et les équipements apportés aux administrés et ils s'en félicitent. Néanmoins, dans le contexte budgétaire que l'on connaît, on aura peut-être du mal à maintenir le niveau d'aide à 50 millions. On devra peut-être le baisser à 45 millions, mais c'est un choix budgétaire fort qu'on a fait. Nous avons, depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, serré au maximum les crédits du fonctionnement pour pouvoir dégager des crédits en investissement. Et contrairement à ce que dit Vincent Gérard, c'est pas le premier budget du département de l'Oise. Le premier budget, c'est l'action sociale. Parce qu'on assume tout à fait nos missions sociales, mais je le rassure ou je le déçois, cher Vincent, nous poursuivrons notre politique d'aide aux communes pour que l'Oise soit effectivement sur le podium national de l'aide aux communes. Un dernier mot, Vincent ? Puisque j'ai le droit de rebondir, n'est-ce pas une agence de plus qui est constituée? Il y a déjà plein d'agences qui donnent de l'aide. Il y a les DETR pour les territoires ruraux, les DSIL, les DPV pour les villes, les DSID pour les départements, les fonds verts, le fonds de compensation TVA. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle agence qui a été créée? Vous qui êtes très critique sur le nombre des agences qui existent. Donc il y a la nouvelle agence, l'agence départementale de l'Oise, dont la particularité est de saupoudrer de l'argent à droite à gauche selon les amitiés politiques. Non, cher Vincent Gérard, vous qui êtes si bien informé, l'ADO, l'Agence départementale de l'Oise, elle n'existe plus depuis longtemps. Nous n'avons pas créé d'agence particulière. Ce sont les services du conseil départemental, 3000 personnes. Ça n'a pas augmenté d'une unité depuis que nous sommes en gestion. Donc non, il y a une bonne gestion du conseil départemental de l'Oise. Et effectivement, au niveau national, par contre, effectivement, il y a peut-être des agences un petit peu trop nombreuses. C'est un autre débat. Merci beaucoup Vincent Gérard, merci d'avoir été avec nous. On regarde la une de Oise Hebdo cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci Olivier Paco. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. On suivra aujourd'hui l'examen du budget éducation et la suite évidemment de cette partie dépenses du budget 2025. Merci beaucoup Olivier Paco. On va parler de la censure probable du gouvernement dans 20 minutes dans le club et tout de suite avec notre prochain invité, le député Alexis Corbière nous rejoint.